Bon, ça faisait longtemps que j'attendais le moment de vous raconter cette histoire. C'est une histoire qui m'a toujours fasciné, alors fasciné dans le sens négatif du terme. Et là, le moment est arrivé. En fait, je viens de terminer la série Mindhunter sur Netflix, une série qui raconte les débuts de la psychologie criminelle aux États-Unis. Et donc, voilà, j'ai toujours eu ce petit attrait pour la criminalité, pour toutes ces choses-là. Donc je me suis dit que là c'était le bon moment. Alors c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit au Japon, forcément, elle a vraiment secoué l'opinion publique, et il y a des raisons pour ça. C'est que vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, ça dépasse l'entendement, donc je préfère vous prévenir une seconde fois après le message d'intro que je vais mettre dans l'intro. C'est vraiment, il y a des choses qui peuvent être difficiles à entendre, donc voilà, soyez prévenus. Voilà, après cette courte mise en bouche, je vais pouvoir vous raconter ce qu'a subi la pauvre Junko Furuta il y a de ça maintenant 30 ans à Tokyo, enfin à côté de Tokyo, dans la banlieue de Saitama. Saitama, c'est la préfecture au nord de Tokyo. Junko, elle habitait pas très loin de la ville de Saitama, mais également de Tokyo, environ 1h30 en train. Et c'était vraiment une élève normale, une lycéenne normale, discrète, jamais absente, des bonnes notes, voilà, comme vous et moi, quelqu'un de normal. Donc à ce moment-là, personne n'était en mesure de s'imaginer ce qui allait lui arriver. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Sa vie sans histoire, elle bascule en novembre 1988 quand elle croise la route de Hiroshi Miyano et de Shinji Minato. En fait, ces deux mecs âgés de 17-18 ans, voilà, c'est des petites frappes. Ils vont pas trop en cours, ils s'ennuient, ils sont proches des gangs de Yakuza. Et ils ont décidé, ce jour-là, de passer à l'étape supérieure et ils se mettent en quête d'une proie. Alors Miyano, c'est le boss, Minato, c'est un peu son sous-fifre, son homme de main si on veut. Alors ils mettent en place un petit stratagème, c'est-à-dire que Junko, elle est à vélo et Minato, il l'a fait tomber. Et à ce moment-là, Miyano, il intervient pour faire comme s'il allait prendre sa défense. Et c'est là qu'il lui tend le piège, tout simplement. Il va lui proposer de la raccompagner à l'hôpital. En fait, c'est pas ce qui va se passer, elle va pas aller à l'hôpital, il va l'emmener de force dans un entrepôt et il va la violer une première fois. Donc voilà, déjà à ce moment-là, Junko, elle doit être dans une situation de détresse absolue, et pourtant c'est que le début, c'est le début de ses malheurs, parce que Miyano, il va continuer, il va l'emmener dans un hôtel et la violer une seconde fois au cours de la même nuit. Pendant la nuit, Minato, il rejoint Miyano et ils appellent deux de leurs autres camarades, Ogura et Watanabe. Là, il la ramène de force dans un parc et il fouille ses affaires pour trouver des informations sur elle, notamment les coordonnées de sa famille. Et dès qu'ils trouvent le numéro de téléphone et le nom de ses parents, ils vont faire peur à Junko en lui disant que si elle se mettait à parler, ils iraient exécuter sa famille. Pendant ce temps, les parents de Junko, ils ont déjà prévenu les policiers de sa disparition, mais les garçons, en fait, la forcent à appeler ses parents pour leur dire qu'elle est avec une amie et que tout va bien et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Et c'est là que les policiers décident tout de suite d'arrêter les recherches. Et là, on peut s'imaginer le dilemme dégoûtant face à laquelle elle se trouve, c'est que soit elle va protéger sa famille, mais potentiellement abandonner tout espoir qu'on la retrouve, ou alors elle va prendre le risque de sortir de cette situation, mais potentiellement mettre en danger sa famille. Alors ensuite, le petit groupe, ils vont se déplacer, ils vont arrêter leur train de vie nomade et ils vont s'installer à Adachi, un quartier au nord de Tokyo, et ils vont s'installer chez les parents de Minato, dans leur maison, avec les parents. C'est ça qui est fou, avec les parents, dans la maison familiale. Alors là, on est en mesure de se demander, mais pourquoi les parents, ils ont jamais appelé la police? En fait, il s'avère que les parents de Minato étaient terrorisés par leur propre fils et par ses potes. Junko, elle a bien essayé de leur parler, de les supplier quand les garçons avaient le dos tourné, mais malheureusement, ils ont jamais appelé les autorités, alors que c'était probablement le dernier espoir de Junko pour sortir de là, et ils ont contribué au triste destin qui attendait Junko. À partir de ce moment, je préfère vous prévenir, encore une fois, ce qui va suivre, c'est très difficile à entendre, donc soyez prêts ou quittez la vidéo. J'ai lu cette histoire plusieurs fois sur des sources différentes, et à chaque fois, il y a cette même tension, c'est difficile à décrire, mais on bout de l'intérieur en fait, donc soyez prêts parce que c'est pas évident du tout à digérer. Alors pour commencer, elle va être séquestrée pendant 40 jours et être torturée et violée chaque jour. Et pas que par les 4 garçons, mais aussi par toute une ribambelle de leurs potes. Voilà, en fait, ils passaient des coups de fil tous les jours. Voilà, on a cette fille à disposition. Vous venez à la maison,
vous en faites ce que vous voulez. Alors ils vont la tabasser, la suspendre au plafond pour en faire un sac de frappe. Ils vont l'affamer, ils vont lui donner à manger des cafards, ils vont lui faire boire sa propre pisse, ils vont la forcer à se toucher tout en dansant et en chantant, et ils lui insèrent tout un tas de choses dans les orifices que je vous laisse imaginer, des feux d'artifice, des cigarettes, des ampoules. Et quand c'est trop pour elle, forcément elle s'évanouit, et là c'est à coups de grands seaux d'eau froide dans la tronche qu'ils la réveillent et qui recommencent leur torture. À ce moment-là, il y a quelque chose de surréaliste, d'encore plus surréaliste que tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, qui arrive. En fait, il y a un des autres amis du groupe qui raconte son nouveau passe-temps à son petit frère. Et son petit frère, à ce gars-là, il est choqué, quoi, normal, comme vous et moi, je pense, j'espère. Et donc, il va raconter ça à ses parents qui, eux, préviennent la police. Alors, il y a 2 agents qui arrivent à la fameuse maison de l'enfer. Et donc, c'est les parents de Minato qui ouvrent. Et là, les parents, en fait, spontanément, ils invitent les 2 policiers à entrer. Et de là, les policiers en ont déduit qu'il y avait absolument rien de bizarre qui se passait dans la maison. Sinon, jamais ils se seraient fait inviter, voilà, avec le sourire et tout ça à l'intérieur. Et c'est ça qui a mis un terme à ce début d'enquête. Genre, c'est un truc de fou. Incompréhensible. Les tortures continuent pour Junko entre chaleur et froid. Il faut savoir qu'il s'amuse à l'incendier pendant la journée et à la faire dormir sur le balcon le soir, donc pendant l'hiver. Même une nuit qu'elle passe dans un congélateur. C'est juste pour vous donner l'idée de ce qu'elle a subi. Elle est tellement à bout qu'elle les supplie tout simplement de mettre fin à ses jours. Elle en est arrivée à un point où elle a perdu le désir de vivre tellement la douleur est insoutenable. Forcément, elle est méconnaissable, elle a des plaies ouvertes, elle a des plaies infectées, elle est purulente, elle a pas eu droit de douche, donc elle a une odeur corporelle très très forte, ce qui pousse les garçons en fait à la délaisser. Ils ont plus de désir envers elle, ils ont plus d'intérêt envers elle, c'est quelque chose d'encore plus horrible et ironique, mais c'est peut-être pour son bien à Junko. Entre-temps, il kidnappe même une autre fille qu'il viole et qu'il laisse repartir, mais ça n'a pas aidé à sauver Junko de cette situation. Arrive donc le 4 janvier 1989, elle est prise de convulsions parce qu'il s'amuse à la tabasser à coups de barre de fer, elle s'écroule, elle tombe dans les pommes, et là les garçons décident de l'imbiber complètement d'essence et de l'allumer, de l'incendier. C'est comme ça qu'elle perd la vie. Les garçons, eux, ils se défient pas, ils restent très lucides, ils embarquent le corps, ils le mettent dans un tonneau et ils le coulent dans du ciment. Et ensuite ils emportent le tonneau qu'ils vont enterrer quelque part dans un autre quartier de Tokyo. Alors vous pensez que c'était tout, mais le dégoût que ça provoque cette histoire, il est démultiplié par le jugement. Alors les 4 garçons sont arrêtés et jugés comme des adultes, mais ils ont droit à la protection par l'anonymat, voilà, qui est conféré aux criminels juvéniles. Heureusement, j'ai envie de dire heureusement, les médias ils arrivent quand même à trouver leur nom et ils publient leurs photos et leur nom dans les journaux. Maintenant je vais vous parler des condamnations. Miyano est condamné à 20 ans de prison, il est libre aujourd'hui. Minato, il est condamné à 9 ans de prison, il est libre aujourd'hui. Watanabe, il est condamné à 7 ans de prison, il est libre aujourd'hui. Et Ogura, il est condamné à 8 ans de prison et il est libre aujourd'hui. Les parents de Minato, qui ont assisté à tout ce triste spectacle, ils ont eu aucune peine. Et aucun des autres jeunes concernés n'a eu de condamnation. Et ce qui est ironique dans tout ça, c'est que 3 des 4 principaux criminels, ils ont eu encore une fois affaire à la justice après leur remise en liberté. Et une toute dernière chose, voilà la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, la mère de Ogura, elle allait vandaliser la tombe de Junko sous prétexte que cette fille a ruiné la vie de mon fils. Voilà. Où on en est avec cette histoire, c'est vraiment le monde à l'envers. Voilà, on est arrivé à la fin de cette triste histoire, j'espère que ça a été. J'avais envie de la raconter parce que je vous ai dit voilà, déjà que je la trouvais fascinante, autant par l'aspect folie humaine que par les conséquences ou les non-conséquences des actes de ces jeunes criminels. Ça met aussi en avant les problèmes de la justice au Japon. Alors, aucun système judiciaire, en tout cas à mon savoir, n'est parfait, mais je trouve honnêtement là que les sentences sont très très clémentes. Et c'est là qu'il est intéressant de voir que les médias, donc le 4e pouvoir, peut quand même avoir un impact et rendre justice parfois mieux que le système judiciaire en lui-même, parce que alors même s'ils ont été remis en liberté, je veux dire leur existence elle est perdue. Ils sont invalidés par la société moderne. Et ça, on peut dire que c'est le petit rayon de soleil de toute cette histoire désastreuse. Donc voilà, j'espère vous avoir pas mis trop dans un mauvais mood non plus. J'avais déjà fait 2 vidéos sur les criminels
au Japon, ça avait plutôt plu. Il faut toujours quand même garder ce certain recul, voilà, pour analyser, ou en tout cas au moins pour observer ces choses. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et puis on se retrouve de nouveau très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Merci encore, ciao ciao.